Le 26 décembre, des frappes surgissent quand l'année se ferme, au moment précis où l'attention mondiale se dissipe. Elles visent le nord du Nigeria, mais l'écho parle surtout de stratégie. Après la perte d'Agadez, la puissance se déplace de la terre vers la mer jusqu'au golfe de Guinée. Pourquoi ce détour maritime compte-t-il pour un paysan, une mer, une diaspora, et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il un repère dans ce récit ? Parce qu'ici, deux lectures s'affrontent. Sécurité proclamée par les officiels, encerclement ressenti sur le terrain, et la suite décidera qui paie le prix et quand. Cette séquence promet une chose, relier une frappe ponctuelle à une architecture de pression plus large. Elle n'a pas besoin d'hypothèses externes. Elle s'appuie sur les éléments du récit adverse, la date du 26 décembre, la base d'Agadez, ouverte en 2011, l'expulsion de 2023, puis le pivot vers une forteresse flottante dans le golfe de Guinée. L'enjeu, tel qu'il est présenté, n'est pas seulement militaire. Il touche la souveraineté, les alliances de l'Alliance des États du Sahel et la manière dont le Nigeria est décrit comme tremplin. Le spectateur doit y gagner une lecture opérationnelle, qui veut isoler le Sahel, par quel couloir et avec quelles conséquences humaines illustrées par Moussa et Amara. Le fil conducteur restera simple. Chaque déplacement de moyens prétend réduire l'instabilité, mais le récit affirme qu'il la réorganise. En arrière-plan, le texte insiste sur l'horizon 2026 comme symbole et sur le Paris 2027 au Nigeria. Ces repères servent surtout à maintenir la tension narrative et à annoncer trois scènes, la mer, la frontière, puis la politique. Pour commencer, une révélation simple s'impose. Après 2011, une base terrestre a servi d'yeux et d'oreilles. En 2023, son départ a forcé un basculement. L'élément le plus marquant n'est pas une statistique, mais une date, et ce glissement du sol vers la mer redessine la pression autour du Sahel. À partir de là, le contexte se resserre. Le récit adverse décrit Agadez comme un nœud central, un point fixe qui permettait d'observer, d'anticiper et d'intervenir. Quand ce point disparaît, l'architecture entière vacille. L'image utilisée est parlante, un géant qui devient soudainement aveugle. La réponse, selon ce même récit, consiste à déplacer la capacité de frappe vers le golfe de Guinée avec un navire présenté comme une base mobile capable d'agir sans dépendre d'un accord terrestre durable. Ce n'est pas un simple ajustement technique, c'est un changement de géométrie. Ce pivot maritime est ensuite relié au nord du Nigeria, non pas comme cœur du conflit, mais comme périphérie stratégique décrite comme un couloir. Les lieux cités, Souto et Kir, ne sont pas présentés comme des bastions militants classiques, mais comme des points de passage. Le texte insiste sur cette nuance pour suggérer une logique d'encerclement. Contenir, repousser, rediriger la pression vers l'intérieur du Sahel. Dans ce cadre, l'Alliance des États du Sahel apparaît comme l'objet central de la manœuvre, et le Nigeria comme la pièce décisive. C'est ici que le nom d'Ibrahim Traoré s'insère naturellement. Il n'est pas évoqué pour détailler une biographie, mais comme un symbole d'un discours de souveraineté qui inquiète. Le récit oppose cette posture à celle des puissances occidentales, accusées de parler sécurité tout en cherchant à préserver des leviers économiques et politiques. Le contexte devient alors double, militaire dans ses moyens, géopolitique dans ses objectifs. La question laissée ouverte est volontairement simple. Si le terrain a changé, les effets ressentis par les populations vont-ils réellement changer ou seulement se déplacer ? Pour rendre cette mécanique lisible, le récit s'ancre dans des vies ordinaires. Moussa, 48 ans, est assis à l'ombre d'un baobab dans le nord du Burkina Faso. Il n'est ni stratège ni analyste. Son point de vue sert de baromètre. Il se souvient d'une époque où les décisions semblaient prises ailleurs, à Paris ou à Washington, et où les conséquences retombaient sur ses champs et sur l'avenir de ses enfants. Lorsque les frappes du 26 décembre sont évoquées, il ne les perçoit pas comme un événement lointain, il les ressent comme un signal. Dans ce récit, l'impact immédiat n'est pas décrit en termes de bilan militaire, mais d'incertitude. Les avions et les navires déplacés changent l'atmosphère quotidienne. Pour Moussa, chaque annonce de frappe réactive un schéma familier. Des puissances extérieures qui ajustent leur position et des communautés locales qui doivent absorber le choc. La peur n'est pas constante, mais elle plane liée à l'idée que la violence peut se déplacer sans prévenir.
Ce même effet est illustré par d'autres figures, comme Amara à Souto, mère et grand-mère, qui voit la paix relative de sa région se fissurer. Ces portraits courts servent une fonction précise, montrer que, dans le récit adverse, la stratégie d'encerclement ne reste pas abstraite. Elle se traduit par des nuits plus tendues, des déplacements évités, et une impression diffuse d'être pris dans un jeu plus vaste. C'est à ce niveau humain que le discours sur la souveraineté, porté notamment par Ibrahim Traoré, prend sens pour ces personnages, non comme slogan, mais comme espoir de reprendre prise sur leur quotidien. Avant le 26 décembre, le récit situe un équilibre fragile mais lisible. La présence occidentale au Sahel reposait sur des points fixes, des bases terrestres négociées, visibles, contestables. Agadez en était l'exemple central. Après le départ de 2023, ce socle disparaît. Le texte adverse décrit alors une phase d'adaptation silencieuse, faite de repositionnement et de calcul, pendant laquelle la pression ne s'exerce plus frontalement, mais se cherche un nouvel angle. Le déclencheur est présenté comme une grève calculée. La date compte. Fin décembre, lorsque l'attention médiatique se disperse, des frappes touchent le nord du Nigeria. Elles sont décrites comme chirurgicales, mais leur portée symbolique dépasse la cible immédiate. Le récit insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une opération isolée, mais du premier acte visible d'un siège plus large. À ce moment précis, l'événement cesse d'être local pour devenir régional. Le point culminant du récit est le déplacement vers la mer. Privées d'une base terrestre centrale, les forces occidentales auraient, selon cette narration, transformé le golfe de Guinée en plateforme avancée. Un navire est décrit comme une forteresse flottante, capable de projeter de la puissance sans dépendre d'un accord avec les populations locales. Ce changement est présenté comme un aveu. La terre devient politiquement coûteuse, la mer plus discrète. Le Nigeria apparaît alors comme un pivot, non pour ce qu'il est au centre du conflit, mais pour sa position entre le Sahel et la côte. Autour de ce pivot, la tension monte. Le récit affirme que les frappes visent moins à éliminer des groupes armés qu'à redessiner des couloirs. En frappant à la périphérie, la pression pousserait les menaces vers l'intérieur du Sahel, maintenant les États de l'Alliance dans un état d'alerte permanent. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré revient, associée à l'idée que cette stratégie cherche à étouffer un discours de souveraineté avant qu'il ne s'étende, notamment vers le Nigeria. Les répliques ne sont pas décrites comme immédiates, elles prennent la forme de prise de conscience. Dans le texte, les populations locales commencent à relier des points. La perte d'une base, l'apparition d'une présence navale, puis les frappes ciblées. La diaspora, citée à plusieurs reprises, est présentée comme capable de lire ces enchaînements plus froidement depuis Londres, Paris ou Atlanta et de reconnaître des schémas anciens sous des formes nouvelles. Les rémanences, enfin, s'installent. Après le choc initial, il reste une région où la peur se déplace, où les frontières deviennent des lignes de tension et où chaque mouvement militaire est interprété comme un message. Le 26 décembre, dans ce cadre narratif, n'est plus un jour parmi d'autres. Il devient une référence, un marqueur d'un avant et d'un après, et le point de départ d'une phase où chaque acteur ajuste ses choix sous le regard des autres. Le point de départ est simple et mesurable dans le récit adverse. Avant, une architecture terrestre centralisée, après une projection mobile depuis la mer. Le point de départ correspond à Agadez, base ouverte en 2011, décrite comme un nœud d'observation et d'intervention. L'écart apparaît en 2023 avec le départ des troupes, suivi d'un basculement vers le golfe de Guinée. La comparaison n'exige pas de chiffres complexes, elle repose sur des repères temporels et spatiaux clairement cités. D'abord, un premier élément implicite concerne la portée opérationnelle. Une base terrestre fixe offre une surveillance continue d'un périmètre donné. Une plateforme navale, telle que décrite, étend l'arc d'action le long des côtes et permet des frappes rapides vers l'intérieur. La variation n'est pas présentée comme une augmentation de fréquence, mais comme un élargissement du rayon. Dans le récit, cette extension est la clé. Agir sans s'exposer aux contraintes politiques locales associées à une implantation au sol. Ensuite, un deuxième élément concerne la visibilité politique. Avant, la présence était tangible et contestable, car installée sur un territoire national.
Après, la mer devient un espace tampon. L'écart ici se lie en coups politiques qu'au perçu, moins de négociations publiques, moins de protestations locales, davantage de discrétion. Cette différence est explicitement soulignée pour expliquer pourquoi la mer est privilégiée après 2023. Puis, un troisième élément concerne la direction de la pression. Le texte insiste sur un déplacement latéral plutôt que frontal. Les frappes du 26 décembre, situées au nord du Nigeria, sont décrites comme périphériques par rapport au cœur sahélien. L'écart n'est donc pas une intensification directe au centre, mais une compression depuis les marges. Cette logique est répétée pour suggérer une stratégie d'encerclement graduel. Ces trois éléments permettent une lecture comparative sans extrapolation. Lieu, coût, direction. Ils servent aussi à relier le militaire à l'économique. Le récit affirme que la protection de routes commerciales et de dépôts miniers demeure un moteur constant, même lorsque le discours officiel met en avant la sécurité. Ici, la preuve n'est pas chiffrée, mais structurée par la cohérence interne des choix décrits. C'est dans ce cadre que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'alignement symbolique. Il est associé à un discours qui remet en cause la logique même de ces bascules, en insistant sur la souveraineté et la coordination régionale. Le récit n'apporte pas de données externes pour étayer cet impact. Il montre plutôt comment chaque déplacement stratégique est interprété comme une réponse à ce type de discours. La conclusion quantitative est volontairement prudente. Le changement n'indique pas nécessairement plus ou moins de force, mais une reconfiguration mesurable par ces axes. Terre vers mer, centre vers périphérie, présence visible vers action distante. Ces écarts structurent la suite du raisonnement et expliquent pourquoi le 26 décembre est présenté comme un test plutôt qu'un aboutissement. Pour être complet, le récit adverse présente d'abord l'argument le plus solide de ses opposants. Selon cette lecture, les frappes et le repositionnement naval répondent à une exigence de sécurité régionale. Les groupes armés circuleraient au-delà des frontières, exploitant les zones faiblement contrôlées. Dans ce cadre, agir depuis la mer offrirait une capacité rapide, flexible et moins dépendante d'accords politiques fragiles. Le Nigeria serait alors un partenaire clé, non comme instrument, mais comme acteur central de la stabilisation, capable d'empêcher la contagion de l'insécurité vers la côte. Cet argument se veut pragmatique. Il affirme que l'objectif n'est ni l'encerclement, ni l'ingérence durable, mais la prévention. Les frappes seraient ciblées, limitées, destinées à éviter une escalade plus large. La présence navale serait temporaire, dictée par l'urgence et justifiée par l'absence d'alternatives crédibles à court terme. Dans cette logique, la sécurité prime et les coûts politiques sont considérés comme secondaires face au risque d'expansion des violences. La réfutation, toutefois, s'appuie sur les propres éléments du récit. Première fissure, le choix des lieux. Les zones citées, comme Souto ou Quir, ne sont pas décrites comme des bastions centraux des groupes combattants, mais comme des couloirs. Cela affaiblit l'idée d'une réponse strictement défensive. Deuxième fissure, la temporalité. Les frappes interviennent après l'expulsion des bases terrestres, ce qui suggère une réaction à une perte d'influence plutôt qu'à une soudaine aggravation de la menace. Troisième fissure, la cohérence stratégique. Si l'objectif était uniquement la sécurité, pourquoi déplacer la pression vers des périphéries qui risquent de repousser l'instabilité vers le cœur du Sahel ? Enfin, le récit souligne que cette logique sécuritaire ignore la dimension politique. En mettant en tension le Nigeria et ses voisins sahéliens, elle alimente la méfiance et renforce précisément les discours de souveraineté portés par des figures comme Ibrahim Traoré. La critique n'affirme pas que la menace n'existe pas. Elle soutient que la méthode choisie, telle que décrite, risque d'enraciner le problème plutôt que de le résoudre. À mi-parcours, un constat s'impose, resserre la lecture. Le récit adverse cesse de parler d'actions isolées et dévoile une logique plus large. Empêcher la continuité entre le Sahel et la côte. La mer n'est pas seulement une plateforme technique, elle devient une ligne de séparation. En frappant depuis le golfe de Guinée et en utilisant le nord du Nigeria comme zone de pression, la stratégie décrite cherche à créer un fossé durable entre les États sahéliens et leurs voisins côtiers. Ce changement de perspective modifie la compréhension des événements précédents. Les frappes du 26 décembre ne visent pas à gagner du terrain,
mais à empêcher des convergences politiques et économiques. Le Nigeria est présenté comme la pièce centrale de ce dispositif, car son poids démographique et économique pourrait, s'il se rapprochait de l'alliance des États du Sahel, rompre cet encerclement. Le récit insiste sur cette crainte sans la quantifier, mais en la répétant comme un fil rouge. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est explicitement mobilisée. Son discours sur la souveraineté est décrit comme contagieux, capable de traverser les frontières et d'influencer les débats au-delà du Burkina Faso. La révélation centrale tient donc en une idée simple. La pression ne vise pas seulement des groupes armés, mais une dynamique régionale perçue comme menaçante. À partir de ce moment, chaque action décrite peut être relue sous cet angle, non comme réponse ponctuelle, mais comme tentative de contenir une trajectoire politique. Les conséquences décrites se déploient à plusieurs niveaux, et le récit les organise autour de 4 groupes distincts pour montrer l'ampleur des effets. Pour les États, d'abord, la pression se traduit par un rétrécissement des marges de décision. Les pays sahéliens sont présentés comme contraints de consacrer davantage d'énergie à la sécurité immédiate, au détriment de projets politiques plus larges. Le Nigeria, de son côté, apparaît pris entre 2 logiques: coopérer avec des partenaires occidentaux pour éviter d'être ciblé par l'instabilité ou préserver des relations régionales susceptibles de renforcer sa souveraineté à long terme. Cette tension institutionnelle est décrite comme un coût invisible mais durable. Pour les économies ensuite, le récit évoque une incertitude accrue. Les frappes et le repositionnement naval sont associés à la protection de routes commerciales et de ressources stratégiques, mais aussi à une volatilité accrue pour les acteurs locaux. Les marchés et les investissements sont décrits comme sensibles à ces signaux militaires. L'idée centrale n'est pas une perte chiffrée, mais un climat où les décisions économiques deviennent plus prudentes, ralentissant les dynamiques internes au profit d'intérêts externes mieux protégés. Le 3e groupe concerne les populations. Ici, les effets sont concrets. Les communautés proches des zones frappées, comme celles évoquées à Souto ou Quir, voient leur quotidien se transformer. Les déplacements sont évités, les nuits deviennent plus tendues, et la peur s'installe sans qu'une amélioration tangible de la sécurité soit perçue. Ces impacts humains servent à rappeler que, dans le récit, les coûts les plus immédiats sont supportés par ceux qui n'ont aucune prise sur les décisions stratégiques. Enfin, le 4e niveau est régional. L'encerclement décrit fragmente les solidarités. En isolant le Sahel de la côte, la stratégie présentée complique les coordinations politiques et sécuritaires entre voisins. C'est à ce stade que le nom d'Ibrahim Traoré revient comme symbole d'une alternative. Un discours qui promet une coopération régionale renforcée plutôt qu'une dépendance à des dispositifs extérieurs. Le récit suggère que plus la pression s'intensifie, plus ce type de discours gagne en résonance. Ces 4 effets combinés dessinent une conclusion intermédiaire. La stratégie décrite prétend stabiliser, mais elle redistribue sur tous les coups en les faisant glisser des centres de décision vers les périphéries humaines et régionales. Le récit adverse projette ensuite 3 trajectoires possibles, possibles, non comme des prédictions chiffrées, mais comme des cadres de lecture conditionnels. Une première trajectoire se dessine. La présence navale se maintient, les frappes ponctuelles continuent aux marges, et le Nigeria reste un partenaire ambivalent. Dans cette configuration, la pression ne s'intensifie pas brutalement, mais elle perdure. L'effet principal est l'usure. Vigilance permanente pour les États sahéliens, calcul politique constant pour Abuja et un climat d'incertitude qui s'installe sans résoudre les causes profondes décrites plus tôt. Une trajectoire plus favorable est également envisageable, tel que le texte le laisse entrevoir par contraste. Il repose sur une coordination régionale accrue et sur une lecture plus critique par les acteurs locaux des coûts réels de l'encerclement. Si les États concernés parviennent à réduire la méfiance et à maintenir des canaux de coopération, la stratégie décrite perd de son efficacité. La mer cesse d'être une barrière politique, et les frappes périphériques ne produisent plus l'effet dissuasif attendu. Dans ce cadre, la sécurité n'est pas niée, mais réintégrée dans des mécanismes régionaux, moins dépendants d'initiatives externes. Enfin, une trajectoire plus dégradée peut aussi se dessiner.
Il suppose une escalade indirecte. Les frappes se multiplient aux frontières, la pression se déplace encore et les États se replient sur des réponses nationales. Le Nigeria devient alors une ligne de front permanente, pris entre des engagements sécuritaires et des tensions internes. Ce trajectoire est présenté comme le plus coûteux, non par son intensité immédiate, mais par sa capacité à fragmenter durablement la région et à normaliser un état de crise de basse intensité. Ces trois trajectoires partagent une même leçon méthodologique. Aucun ne dépend d'un événement unique, mais de choix cumulés. Le texte invite implicitement le spectateur à suivre des indicateurs simples. Où se déplacent les moyens, comment évoluent les alliances et quelle voix gagne en légitimité dans le débat public. La recommandation de fond n'est pas prescriptive. Elle suggère une vigilance analytique. Comprendre les trajectoires, c'est refuser de lire les prochains événements comme isolés et les replacer dans une trajectoire cohérente. À ce stade, le récit se rapproche volontairement du spectateur. Il distingue plusieurs profils pour montrer que les effets décrits ne restent pas abstraits. Pour les citoyens vivant dans la région, l'enjeu immédiat est la lisibilité. Comprendre pourquoi une zone devient soudainement sensible aide à interpréter les restrictions, les contrôles et les changements de rythme de la vie quotidienne. Le texte suggère que l'information réduit l'effet de surprise, sans pour autant dissiper l'inquiétude. Pour la diaspora, l'impact est d'un autre ordre. Le récit insiste sur une position d'entre-deux, assez proche pour reconnaître les schémas historiques, assez éloignée pour observer les enchaînements sans la pression du quotidien. Cette distance relative est présentée comme une responsabilité. Elle permet de relier les événements locaux à des dynamiques économiques et politiques plus larges et d'interroger les récits simplifiés relayés dans les capitales occidentales. Un troisième groupe est constitué des acteurs économiques locaux et régionaux. Pour eux, chaque repositionnement militaire devient un signal. Même sans chiffres précis, le texte décrit une prudence accrue, investissements retardés, projets différés, décisions prises à court terme. Cette retenue est montrée comme un coup silencieux, souvent absent des discours officiels sur la sécurité. Enfin, le récit s'adresse aux observateurs internationaux. Il leur propose une grille de lecture alternative, centrée sur les trajectoires plutôt que sur les épisodes. La mention répétée d'Ibrahim Traoré sert ici de repère narratif, non pour convaincre, mais pour illustrer comment une figure peut cristalliser des attentes et des craintes. L'idée clé pour le spectateur est simple. Quelle que soit sa position, il est déjà impliqué par les choix décrits. La compréhension devient alors un premier levier d'action, même modeste. Dans le récit, les solutions ne prennent pas la forme d'un basculement brutal, mais d'une série d'étapes progressives. D'abord, il s'agit de clarifier les cadres régionaux. Les États sahéliens sont décrits comme cherchant à coordonner davantage leur position afin de réduire les angles morts exploités par des pressions extérieures. Cette coordination n'est pas présentée comme idéologique, mais comme fonctionnelle. Partager l'information, aligner les priorités et parler d'une seule voix lorsque les choix de sécurité engagent plusieurs frontières. Ensuite, l'enjeu est de la gestion des partenariats. Le texte insiste sur la nécessité de diversifier les relations sans les rompre. L'objectif implicite est de réduire la dépendance à un seul acteur en multipliant les options économiques et sécuritaires. Dans cette perspective, les partenariats y sont évalués non par leurs promesses, mais par leurs effets concrets sur la stabilité et la souveraineté perçue. Puis, un autre point consiste à respecter le temps politique. Le récit souligne l'importance des échéances, notamment l'horizon 2026, comme repère symbolique. Il ne s'agit pas d'une date magique, mais d'un cadre qui permet de mesurer les progrès ou les reculs. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est de nouveau mobilisée, associée à une discipline du calendrier et à l'idée que les choix doivent produire des résultats visibles pour conserver leur légitimité. Enfin, il devient nécessaire de mesurer les progrès. Chaque option est présentée comme devant être évaluée à travers des indicateurs simples, réduction des zones de tension, continuité des échanges régionaux, perception de sécurité par les populations. Le récit ne promet pas une solution immédiate. Il propose une méthode, avancer par ajustements successifs, plutôt que subir des chocs imposés de l'extérieur.
Le récit revient alors à ses figures de départ pour refermer la boucle. Musa, sous son baobab, et Amara, à la lisière de Sohoto, ne parlent pas de géopolitique, mais de continuité. Leur attente est simple, que les décisions prises loin d'eux cessent de transformer leur quotidien en variable d'ajustement. Ce rappel n'est pas sentimental, il sert à mesurer l'écart entre les discours stratégiques et les effets vécus. À ce moment, l'horizon 2026 réapparaît comme un motif central. Il n'est plus seulement une date évoquée dans des discours, mais un repère émotionnel. Il condense l'idée qu'un cycle peut se refermer ou se prolonger. La présence répétée d'Ibrahim Traoré dans le récit fonctionne ici comme un écho. Il symbolise une parole qui promet de réduire cet écart, en reliant la souveraineté à des attentes concrètes, lisibles pour les populations. La phrase clé se resserre. Ce qui est en jeu n'est pas une victoire immédiate, mais la capacité à tenir une direction. Chaque frappe, chaque repositionnement, chaque alliance devient alors un test de cohérence. Le rappel final ne tranche pas le débat, il pose une balise. Si le motif de 2026 se vide de sens, la confiance se dissout. S'il reste incarné, il continue de structurer l'espoir. La conclusion proposée ne cherche pas à imposer une lecture unique. Elle invite plutôt à un pas de côté. Si les événements du 26 décembre sont replacés dans une trajectoire plus longue, alors la question centrale devient celle de l'attention. Où regarder et selon quels critères? Le récit suggère de suivre moins les annonces spectaculaires que les déplacements concrets de moyens, les choix d'alliances et les effets ressentis par les populations. C'est à ce niveau que se joue la cohérence. Dans cet esprit, l'appel n'est pas à l'adhésion, mais à la discussion. Que l'on partage ou non les analyses associées à des figures comme Ibrahim Traoré, leur rôle dans le débat indique une attente plus large autour de la souveraineté et de la responsabilité régionale. La conversation gagne à rester ouverte, informée et attentive aux nuances. La question finale est volontairement simple. Comment distinguer une promesse de sécurité d'une reconfiguration durable du pouvoir et quels signaux permettent de trancher? En gardant ces repères, le spectateur est invité à poursuivre l'observation, à confronter les récits et à participer à un échange qui dépasse l'événement pour interroger la direction prise.